Ouais, Sophie Claude. Bonjour Alexis Wadja. Hey, en deuxième partie d'émission, on va parler du Collège Manitou, d'une exposition qui a lieu à Saint-Jérôme. On va en parler avec une de mes étudiantes. Oui, non, ça c'est vraiment le fun. Au Collège Kiona. Parce que je suis, entre autres choses, j'enseigne aussi à Kiona. Puis on va avoir aussi Guy Souy-Durand. Oui. Kiona et Manitou, c'est deux collèges super importants pour nous. Oui, c'est une histoire qu'on connaît peu pour, en tout cas, le Collège Manitou. Oui, pour Un la petit peu plupart. plus, peut-être maintenant Kiona, mais pas tant que ça. Mais premièrement, on a l'honneur de recevoir David Gill, qui est un athlète de haut niveau qui est spécialisé sur la distance du 800 mètres, qui a fait partie de l'équipe nationale d'athlétisme. Il est fondateur de Total Coaching et de Fidéo, deux applications qui servent aux professionnels de la santé. Aujourd'hui, il s'implique auprès des Premières Nations dans différents projets, comme le projet Oushket 5 km. Donc, David est un Nilnou de Mastoyache, Piekogami, si je pourrais dire plus exactement. Quoi, David? Oui, Alexis. Donc, tu as un projet qui s'appelle Oushkex, puis je le prononce sûrement mal, là, tu pourrais m'aider. Oushket 5 km, c'est quoi ce projet-là? Ouais, c'est exactement ça. Dans le fond, Oushket 5 km, ben Oushket, ça veut dire un premier ou mon premier. Donc, ça veut dire en Innu, mon premier 5 km. OK. Fait que dans le fond, l'objectif de ça, c'est un peu de dédramatiser l'idée de courir. Parce que dans la tête des gens, tu sais, il y a beaucoup de monde, tout le monde sait qu'en théorie, la course à pied, c'est bon. Tout le monde sait qu'ils devraient le faire. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais qui, pour différentes raisons, entre autres parce ils ont commencé trop vite, ils n'ont pas été assez progressifs, ben, ils n'ont pas eu une super expérience, ils ont trouvé ça trop difficile ou ils se sont blessés. Puis là, ils sont arrivés au constat que la course à pied, c'était pas fait pour eux. Mhm. Quand je quitte 5 km, ce que j'essaie de faire, moi, c'est les prendre à partir de zéro, puis de leur démontrer que oui, eux aussi sont capables de devenir coureurs. Hey, bonjour David, c'est Sophie Claude. Je trouve ça super inspirant. Ça me donne presque envie de télécharger une application pour participer moi-même. C'est quoi l'approche qui est différente par rapport aux Autochtones? Parce qu'on dirait que est-ce que c'est ciblé pour les Autochtones spécifiquement ou c'est pour les débutants en général? Bon, c'est une approche qui pourrait fonctionner avec n'importe qui. Moi, mon dada, c'est de travailler avec les Premières Nations. Fait que Mm. je l'applique exclusivement aux Premières Nations. Mais je pourrais en réalité faire un programme alloctone. Le contenu du programme lui-même serait le même. Mais là, Oushket 5 km, c'est vraiment réservé aux Premières Nations, surtout pour l'aspect communautaire. Mm. Parce que ça, c'est la grande force du programme, il y a toute une partie communautaire qui se joint à ça. C'est-à-dire que les gens qui participent doivent publier une photo, une vidéo ou un commentaire sur ce qu'ils viennent d'accomplir, donc le petit entraînement qu'ils ont fait aujourd'hui. Mm. Les gens les encouragent. Donc, on se retrouve là, par exemple, n'importe quel mardi, avec des centaines de publications. Et écoute, j'ai déjà vu en une semaine, je crois, 17 000 encouragements qui Wow. étaient dirigés vers différentes personnes. Fait que c'est à l'intérieur de la semaine au complet dans jusqu'à 5 km. Fait que la partie communautaire, elle est très, très importante. Puis tout ça, c'est vraiment réservé aux membres des Premières Nations. Puis je dirais même les Premières Nations francophones. Ça, c'est juste parce que mon réseau, apparemment, il est un peu plus francophone qu'anglophone. Parce que quand j'ai lancé Oushket, c'est vraiment vers les Premières Nations francophones où ça a été très, très populaire. Ça existe depuis quand, ça, Oushket 5 km? J'ai fait une première édition, je crois que c'était en 2021, pendant la pandémie. On a eu une deuxième édition en 2022. Après OK. ça, on a arrêté. C'est parce que moi, j'étais en Colombie-Britannique, je voyageais, j'allais pas avoir. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de gestion, beaucoup Mhm. de temps. Fait que l'année passée, on n'a pas eu du tout. Puis là, cette année, le 6 mai, lundi prochain, on relance une nouvelle édition 2024. Fait que ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu.
Puis une audition, c'est une fois par année, dans le fond? On se dit, on est dans une semaine, une fois par année. C'est ça un peu le défi? Comment ça fonctionne? Si mettons, moi, là, qui est... bon... mon dada, c'est plus la natation parce que justement, la course à pied puis tout ça, je me disais, ça risque d'être dur sur mes joints vu que je suis un lourdeau. Est-ce que ça peut même s'appliquer à moi? Bon. Fait que là, il y a un paquet d'affaires que j'ai pas expliqué. Fait que ta question est full bonne. Le processus, ça Ouais. fonctionne comme. Bon. Dans le fond, là, tout le monde part en même temps. OK. Fait que c'est une date de départ qui est annoncée à l'avance, lundi le 6 mai. Là, jusqu'à maintenant, il y a environ 400 personnes qui se sont inscrites dans le programme. Puis, ce qui se passe le 6 mai, c'est que le 6 mai à 5 heures du matin, toutes ces personnes-là vont recevoir un courriel qui va leur dire, voici ce que tu fais aujourd'hui. Puis la même chose le lendemain. La OK. même chose le lendemain. Tout ça 5 fois par semaine. Hmm. Les seuls moments où les gens ont un repos, c'est la fin de semaine. Donc, samedi, dimanche, il n'y a pas d'entraînement qui est envoyé. Les gens soit prennent un repos complet, soit reprennent le temps perdu. C'est-à-dire, si on pris une journée de congé le mercredi, ben là, ils reprennent un entraînement qu'ils ont manqué le mercredi. Puis le lundi suivant, ben, tout le monde a fait ses 5 entraînements de la semaine passée. Puis là, ils sont prêts pour la semaine 2. Puis on continue ça là, pour, je crois que c'est une série de mémoire, c'est 80 entraînements de suite. Fait que OK. là, ta question, Alexis, toi, tu parles, tu as essayé de la course à pied, mais tu sais, t'es peut-être commencé un peu trop vite. C'était pas assez progressif. Ouais, Bon, ben, vu aussi ma corpulence, la natation, ben, j'ai pas de douleur aux joints après ça, là. c'est sûr, la natation, c'est très peu stressant au niveau mécanique. Mhm. Fait que ça fait que des gens, même plus lourds, ou des gens blessés vont pouvoir faire ça. Le problème avec la course à pied, c'est un des trucs les plus stressants. Puis quand je parle de stressant, je parle de stress mécanique, le Ouais. stress sur les articulations, sur les tendons. Mais notre corps, c'est une machine à s'adapter. Tu sais, si tu regardes les artistes de cirque qui sont flexibles, sans bon sens, qui sont capables de jongler avec 50 balles, ça montre que le corps humain, si par l'entraînement, est capable de s'adapter à peu près n'importe quoi. Fait que ce qu'on fait dans Wishket, c'est qu'on amène le corps à s'adapter très, très progressivement. Le premier entraînement, Alexis, c'est 10 minutes de marche. OK. Donc, tout le monde qui sont capables de marcher 10 minutes sont capables de débuter dans Wishket. Puis à partir de là, ben là, on ajoute des minutes. Mais ça, c'est toujours à la marche. Puis quand la personne est parfaitement adaptée à la marche, ben là, on ajoute de la course à pied. Le premier entraînement de course, c'est 10 secondes. Hmm. C'est tout. OK. Puis de cette manière-là, de fil en aiguille, ben là, on arrive à leur faire courir 5 kilomètres sans pause, même si au début, il n'y avait aucune chance qu'ils puissent courir. Oui, moi j'ai déjà fait de la course à pied quand j'étais plus jeune. Ça me donne envie de peut-être m'y remettre. Moi aussi, je suis en surpoids, donc moi aussi j'aurais besoin que ça soit graduel, clairement. Puis je me souviens par le passé d'avoir justement commencé graduellement à courir un peu plus. Puis c'est vrai que notre capacité cardiovasculaire, pulmonaire s'améliore avec le temps. Est-ce que vous avez des recommandations sur certains souliers de course ou etc., sans nécessairement dépenser des milliers de dollars là, non plus, mais est-ce que, je présume pour la course à pied, c'est important d'avoir les souliers qui conviennent justement pour amoindrir ces chocs-là sur les genoux, les hanches et autres? C'est drôle, hein? Ma réponse, ça va être un peu plate. Mhm. Ben, surtout plate pour les fabricants de chaussures. Parce que le prix n'a pas d'importance. Les seuls moments où tu vas avoir besoin d'une chaussure très, 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 très chère, ben, c'est peut-être parce que tu n'as pas le temps d'être progressif, puis tu veux ajouter ben, tout plein de coussins pour justement te protéger, alors qu'en réalité, si tu donnes le temps à ton corps de s'adapter progressivement, un soulier très, très près du sol, très minimal, peut faire l'affaire. Le problème, c'est que on s'achète une nouvelle paire de souliers, on commence à courir tout de suite, ben, c'est sûr que 3, 4 jours plus tard, on va avoir mal. C'est Hmm. pas la faute des chaussures, c'est le fait qu'on a commencé à en faire trop, trop vite. Fait que côté chaussures, là, on n'a pas besoin de dépenser énormément. L'important, c'est de prendre cette nouvelle patente-là puis de l'introduire progressivement dans ce qu'on fait. Puis notre corps va s'adapter
ce qu'on veut justement, c'est que notre corps lui-même développe ses propres mécanismes d'absorption. Puis, comme ça, peu importe la chaussure qu'on porte, les blessures arriveront pas. C'est vraiment une question de progression. Est-ce que tu vois un lien entre la course à pied puis nos sports traditionnels, peut-être chez les peuples autochtones? Est-ce il y a un lien pour toi à faire? On dit des Inuits qui sont un peuple de marcheurs. C'est un peu comme ça pour beaucoup de nos Premières Nations. Les cris aussi. Les cris aussi. La course à pied, comment tu la places là-dedans? Et ça, c'est très clair. Puis moi, ce que j'aime, ce que je trouve qu'on a comme force, les Premières Nations, c'est que notre passé de chasseurs-cueilleurs, dans le fond, l'humanité au complet a un passé de chasseurs-cueilleurs. La différence, c'est que chez les Premières Nations, ce passé-là, il est beaucoup moins lointain. Tu Hmm. sais? Mhm. Fait que probablement d'aller retrouver ces sensations-là, retrouver cette habitude-là, ça va être moins ardu chez nos peuples à nous que chez les peuples qui ont abandonné le mode de vie chasseur-cueilleur depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, mais clairement, nos communautés, c'est des beaux environnements. Chez Ouichette 5 km, comme je vous ai dit, on demande aux gens de partager des images de leur entraînement. Fait que souvent, les gens vont partager des images de leur communauté, de leur sentier aux abords de la communauté, leur sentier favori, un endroit où ils ont des bons souvenirs. Fait que tout ça, c'est des choses qui nous ramènent au territoire, qui font découvrir nos communautés. C'est des beaux ponts là, qu'on voit entre ouais, le projet jusqu'à 5 km puis le mode de vie des Premières Nations. Les gens, quand vous dites là, quand tu dis sur les réseaux sociaux qui s'encouragent, etc., c'est pas nécessairement des gens qui se connaissaient avant. C'est dans le fond, leur point en commun, c'est d'être des membres des Premières Nations qui s'intéressent à la course, peu importe le niveau, c'est bien ça? Oui, absolument. Mm. C'est des gens, il y a des gens qui se connaissent, oui, c'est sûr, parce qu'on connaît nos milieux, là, c'est des Oui. petites communautés. Mais on a des gens, écoute, moi, j'ai beaucoup de personnes de Pakwashipi qui ont fait découvrir leur communauté à eux, Mm. à des Anishinaabe tu sais, de Picogan, etc. Fait qu'il y a, il y a des liens qui se tissent comme ça. Puis, tu sais, même ma mère, qui habite à Toronto, elle participe au projet, puis elle découvre les communautés de cette manière-là. Oh, wow, c'est vraiment enrichissant. Un peu plus tôt, tu parlais dans le fond, l'application est renouvelée. Vous avez fait des changements comme un nouveau programme, c'est ça? Mhm. Euh, Oui, ben, ça, c'est moi personnellement qui, pour avoir du fun dans ce projet-là, parce qu'oublions pas que Ouichette 5 km, là, c'est un projet 100% bénévole que moi, je fais pour le plaisir, puis qui coûte rien à personne, là. OK, Fait que il n'y a pas de frais d'inscription. Tu sais, des fois, on voit des programmes comme ça où il faut qu'on paye 50$, 100$ pour mhm. avoir droit à ces programmes-là. Là, c'est totalement gratuit pour tout le monde. Ouais, ou même mensuellement, des fois, Ouais. là. oui, absolument rien. Il n'y a rien à OK. payer. Les gens s'inscrivent. Ah. Le seul paiement que je leur demande, puis je leur dis ça un peu en blague, c'est justement qu'ils doivent absolument partager et encourager les autres. Mais c'est le seul paiement que les gens font. Puis, fait que dans le fond, moi, je fais ça pour mon fun à moi. Puis mon fun à moi, je l'ai en renouvelant la patente, en voyant ses publications, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, à chaque année, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais régulièrement, j'envoie des capsules vidéo aux gens où Hmm. là, je vais leur expliquer justement comment choisir leurs chaussures, à quelle intensité faire tel entraînement, comment savoir si je suis à la bonne intensité en me basant sur ma respiration, les surfaces d'entraînement, est-ce qu'on est mieux de marcher sur du sable ou bien sur de l'asphalte, tu sais, ou est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux qui est encore mieux que tout ça? La forêt, Fait que des peut-être. capsules. Exact. Est-ce qu'on peut courir nu-pied en forêt, sur des Bon point. sentiers? La seule raison pour laquelle tu ne. Ben, premièrement, Alexis, tu as mis le doigt dessus. La surface, c'est clairement une surface en sentier. Ce que tu veux, Oui. c'est une surface qui est ferme, mais qui est la plus irrégulière possible. Mhm. Est-ce que tu peux être nu-pied là-dessus? Techniquement, oui. Le problème, c'est les cristalles de bouteilles pétées. C'est dans Hmm. le fond, c'est Ah oui. les lacérations. C'est vraiment les lacérations cutanées qui pourraient en résulter de Hmm. marcher nu-pied. Marcher nu-pied, il n'y a aucun problème avec ça. Ben, C'est tant que les tu ne te fais cochonneries que pas nous autres, les humains, on laisse des fois. des niaiseux de même, ben Ouais. ouais. Hmm. Mm.
Fait que pour finir de répondre, dans le fond, la nouveauté du programme, c'est ça, c'est les vidéos que je crée, ben, j'aime bien les recréer. Puis là, même chose pour les entraînements. Je tweak un petit peu à chaque année selon les commentaires des gens. Hey David, on va prendre une petite pause. On te revient après la pause musicale. Yes. Alors, en musique, on va aller entendre Patrick Moonbird avec sa chanson Waiting on the World Again. Waiting on the world again to be a better place. Waiting on the world again to brighten your days. Alors, c'était Patrick Moonbird avec Waiting on the World Again. Patrick est membre de la Nation Cree sur le traité numéro 6 et c'est un artiste autochtone lo-fi bedroom pop qu'on appelle. Et donc, ça, c'est la région de Prince Albert en Saskatchewan. C'est un multi-instrumentaliste et un producteur autodidacte. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme que j'aime beaucoup, Nikamowin, Nikamowin.com. On est de retour avec David Gill, Piekugami, donc un Innu de Mastoyache, qui est un athlète qui aujourd'hui est fondateur de Total Coaching et Fidéo, qui vient nous parler, on le rappelle, de Oushket 5 km, le défi 5 km. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, Oushket en Innu? Mon premier. Mon premier. Fait que mon premier 5 km.
Mhm. Moi, je suis curieuse, David, à quel âge tu as commencé la course à pied? Où est-ce que ça a commencé tout ça? Parce que là, on est vraiment rendu une application, un défi. Membre de l'équipe nationale aussi de course. Il y a des super beaux accomplissements là-dedans. Tu es un modèle, un role model pour les Premières Nations. Personnalité modèle, Ouais. oui, c'est ça en bon français. Merci. Mais c'est ça, je me demande, à quel âge la course a commencé à entrer dans ta vie et à quel point est-ce que ça a été vraiment le point, peut-être le point focus dans ta vie pour toi? Ben, moi, j'ai grandi à Machtéouiat, j'ai passé toute ma jeunesse là, puis c'est quand j'avais 11 ans que les Jeux autochtones interbandes ont Mm. commencé à exister. Fait que ça, c'était c'est la seule compétition provinciale, multisport pour Première Nation qui existait. Puis moi, sans ça, ben, j'aurais probablement, en fait, je sais pas quand j'aurais commencé le sport, mais mes premières expériences, ça a été là. Mm. C'est mes premières expériences dans tous les sports, incluant la course à pied. J'ai fait du badminton, du volleyball, du basketball, du lancer du javelot, du saut en longueur et évidemment de la course à pied. Puis l'épreuve dans laquelle j'ai été bon tout de suite, ça a été quoi? La course à Le pied. badminton. Le Le badminton. badminton. Donc, la course à pied, en fait, j'étais pas bon dans ce temps-là. Je me souviens toujours d'Annie Dominique. Danny Dominique de Machtéouiat, lui arrivait premier, moi j'arrivais. Ah, je sais pas, j'arrivais quoi, mais j'étais loin. J'étais tout petit, puis j'étais loin en arrière. Mais bref, ça a été mes premiers amours en course à pied, mais c'est sans vraiment avoir le talent. Puis c'est beaucoup plus tard, en fait, que là, je suis plus tombé en amour avec l'entraînement en course à pied. Puis tu Mm. sais, il y a des choses qui sont passées dans mon corps puis qui ont fait que je suis devenu un peu plus, j'ai pu mieux répondre à l'entraînement quand je suis devenu plus vieux. Fait que là, l'entraînement vraiment sérieux, il a commencé plus quand j'avais 19 ans environ où là, j'étais dans le Rouge et Or de l'Université Laval, où là, je m'entraînais 6 à 7 jours sur 7. Puis là, les résultats ont commencé à apparaître à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment plus, moi, je m'amusais dans le sport à faire à peu près n'importe quoi, puis je participais à ces grands jeux-là. Tu es même devenu membre de l'équipe nationale de course. Comment on se rend à membre de l'équipe nationale de course Mhm. pour un Ben, l'équipe petit gars de nationale, Mastayache? ouais, c'est ça. Ben, l'équipe nationale, ça vient un peu tout seul, je te dirais, parce que tu sais, les étapes compliquées à réaliser, c'est plus les étapes au plus bas niveau, où ce que là, t'as pas de sous, t'as pas nécessairement quelqu'un, un coach qui t'amène aux compétitions, tu sais pas comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, les premières étapes, moi, je dis toujours, ce que tu veux dans le sport, c'est vraiment lancer les gens. Tu veux les accompagner pendant les premières étapes parce que dès que ton jeune arrive au niveau, par exemple, du Rouge et Or, où là, il gagne des championnats provinciaux, puis il commence à travailler se rendre aux championnats nationaux, ben là, la voie est un peu déjà pavée. Tu Hum, sais, quand j'étais sur l'équipe nationale, ça veut dire que je représentais le Canada à l'international. ouais. Ben là, j'étais déjà payé par le gouvernement canadien pour m'entraîner. Mm. Euh, Mes voyages étaient payés. Quand je représentais le Canada à des compétitions, ben là, tout ça était payé. Fait que mettons que c'est pas la partie complexe au niveau du cheminement. C'est tout ce qui se passe avant où là, on veut prendre les jeunes puis les amener le plus loin possible. Puis après ça, à un moment donné, ils vont voler de leurs propres ailes. Ouais, c'est l'envol qui est plus... Mm. qui est un défi. Moi, je me demandais, parce que là, on parlait des applications tout à l'heure, et là, avec Ouchquette 5 km, si je voudrais participer à Ouchquette 5 km, comment je dois procéder? Comment on fait pour s'impliquer avec ce projet-là? Très simple. Tu vas sur Facebook puis tu fais une recherche pour le groupe Facebook qui s'appelle Ouchquette 5 km. Donc, Ouchquette, ouais, c'est ça. USH. Ouais, USHKET. Ouchquette 5 km. Donc, tu trouves le groupe Facebook, tu te joins au groupe, puis directement dans les annonces du groupe, il y a un lien pour s'inscrire. Fait qu'on appuie sur le lien. Le lien, tout ce que ça fait, c'est que ça nous permet de donner notre adresse courriel pour commencer à recevoir les entraînements. OK. C'est tout. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis à partir du 6 mai, ben là, le premier entraînement va être envoyé à tous les gens qui ont fourni leur adresse courriel. Donc, on a juste allé sur Facebook, puis on Hmm. donne notre adresse courriel par la suite et c'est fini. On est membre du groupe Ouchquette et on peut recevoir ces entraînements-là.
C'est tout, exact. Si quelqu'un veut aller plus loin, je comprends que tu es fondateur de Total Coaching puis Fidéo. Est-ce que il y a d'autres avenues? Toi, dans la vie, il faut aussi que tu gagnes ta vie. Je comprends que ça, c'est du beau bénévolat, mais est-ce que tu fais du coaching avec des gens qui voudraient, mettons, aller plus loin ou tu parlais un peu plus tôt de pousser peut-être les jeunes vers leur passion dans le sport? Est-ce que c'est des choses que tu fais aussi? Oui et non. Les compagnies que tu mentionnes, Total Coaching et Fidéo, ça, c'est des compagnies que j'ai fondées qui fonctionnent pas mal toutes seules puis qui n'ont pas vraiment rapport avec mes implications au niveau des Premières Nations. OK. Fait que c'est des logiciels que j'ai bâtis, que je continue à exploiter. Puis disons que c'est ça qui paye les factures. Mais moi, mon dada, c'est la promotion des saines habitudes de vie chez les Premières Nations, Mhm. mais j'y vais plus par projet. Comme par exemple, à la fin mai prochain, j'organise les Jeux interscolaires du CEPN, du Ouais. Conseil en éducation pour la Nation. Ah. Ça, c'est moi qui organise ça. Puis, donc là, on a 1300 participants de partout dans la province qui vont venir à Québec. Fait que ça, c'est ma manière de travailler sur la promotion des saines habitudes de vie chez les Premières Nations. Je travaille là-dessus. Je travaille avec la Fondation Nouveau Sentier aussi, avec un projet qui s'appelle Les Camps du Grand Portage, où là, on va sur communauté, puis on aide les jeunes du secondaire à se bâtir leur propre sentier en forêt. Fait que des choses comme ça. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait vraiment, si quelqu'un préfère aller plus avec une application qui est plus indépendante sans avoir le groupe, parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus solitaires, mais pour ceux qui veulent s'impliquer avec Couchette, moi, j'aime beaucoup que ce soit vraiment accessible, qu'il n'y ait pas de frais, qu'on puisse commencer à notre rythme. Dans les entraînements que tu envoies, David, encore là, c'est approprié pour les rythmes de chacun? Oui, c'est vraiment, en fait, les seules personnes pour lesquelles Ouchicat n'est pas bien adapté, Hmm. c'est pour ceux qui sont déjà capables de courir 5 kilomètres. OK. Ceux qui sont déjà capables de courir, puis attention, je ne devrais pas dire qu'ils sont capables. Parce que honnêtement, tout le monde ici est capable d'aller courir 5 kilomètres. Hmm. La grosse question, c'est comment on va se lever demain matin? Il y en a qui vont avoir plus de séquelles. Moi, si je cours 5 km aujourd'hui, C'est ça, on serait capable. Puis tout le monde est capable d'aller courir 1 minute, 2 minutes. Bon, la question ici, c'est est-ce que tu y es adapté? Est-ce que tu es adapté à ça? Être adapté à quelque chose, ça veut dire être capable de le faire tous les jours, puis de ne pas avoir de courbature le lendemain. Hey, Fait David, je veux absolument que, que juste appeler Ouchket USHKET 5 km 5 km sur Facebook. On cherche ce groupe-là si on veut rejoindre le défi. oui, ça va commencer dès la semaine Ça prochaine. commence dès la semaine prochaine. Merci d'être venu nous parler. Très beau parcours. Chickasnamaton. Puis on va souhaiter. Puis je vais peut-être aller regarder ça, moi, Oui, tout. moi aussi. Moi, je vais aller vous rejoindre. Moi, Tu m'as convaincu que je suis peut-être capable. Oui, idem pour moi. Tunishkumitin, David. hey, bienvenue, gang. Bye-bye. Bye. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Bon, aujourd'hui, on va parler dans la deuxième partie de Manitou, le collège Manitou du collège Kiona. Moi, Oui. comme ancien du collège Kiona, j'ai été l'étudiant à Guy. Je suis maintenant aussi enseignant au collège un Kiona, collègue. un collègue. Et une de mes élèves, une de mes étudiantes est avec nous aujourd'hui pour venir nous parler de cette exposition-là, l'effet Manitou à Saint-Jérôme, au musée d'art contemporain des Laurentides. Oui, puis on le rappelle, le collège Manitou, c'est un collège autochtone qui était à la Macasa dans les Hautes-Laurentides, Oui. qui a pris place de 1973 à 1976. Et c'était vraiment la première institution académique en Amérique du Nord à offrir des formations postsecondaires dédiées aux membres des Premières Nations. Ma mère était au collège Manitou. Ghislain Picard Ghislain était Picard. là. Plusieurs Leaders d'aujourd'hui ont oui. passé par là. Oui, moi, honnêtement, pendant mes années de cégep, j'avais eu accès à un cégep autochtone. J'y aurais pas pensé 2 fois, c'est clair que j'y serais allée. Mais je suis heureuse que maintenant, justement, on a Kiona qui est là. Donc, l'exposition,
Collège Manitou, ça s'appelle vraiment l'effet Manitou. Alors, Annie, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est? Ça va être des archives qu'est-ce que c'est au juste cette exposition-là? Dans le fond, c'est une démarche collective que les anciens du Manitou peuvent apporter, mettons, c'est des anciens qui viennent apporter tout ce qui a en rapport avec le Collège Manitou. C'est Comme leurs archives, que par ce exemple? soit... Excuse? Comme leurs archives, par exemple? Ouais, leurs archives, leur calendrier, vraiment tout ce qui a un lien avec le Collège Manitou. C'est... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. C'est Ben, comme... toi, qu'est-ce c'est que un tu as peu... fait dans l'été dernier? Est-ce que tu as eu à travailler avec les aînés ou avec le matériel que ces aînés-là ont rapporté du Collège Manitou? Ah oui, cet été, j'avais travaillé au musée Maclot. OK. J'ai regardé un peu les archives des anciens, j'ai fouillé, j'ai aussi classé les archives. Mhm. J'ai regardé des vidéos sur les témoignages des anciens, de aussi de la directrice. Oui. J'ai fait des entrevues avec 2 anciens, puis il y a beaucoup d'anciens qui s'étaient montrés vraiment intéressés à vouloir parler justement pour mes questions puis tout ça, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai comme travaillé à peine 1 mois et demi, je pense. Puis je trouve ça dommage parce qu'en vrai, ils avaient l'air à tellement à vouloir dire plein de choses. À partager leur vécu là-bas. Ouais, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ouais. les archives, dans qu'est-ce que tu as eu à travailler? Moi, je me souviens, tu nous parlais d'un espèce de, de, de- de livre qui avait été fait ou d'un recueil qui avait été fait, que tu nous avais montré au moment du vernissage. Oui, c'était un livre que c'était Hear Your Voice. Dans le fond, c'était un petit livret qu'ils avaient. C'était des groupes, des étudiants qui avaient écrit des genres de poèmes contre la fermeture du collège Manitou. Hmm. Puis ils l'avaient envoyé à celui qui s'occupe de justement de gérer l'école puis tout ça, pour justement y montrer à travers les mots à quel point le collège Manitou, ça leur a vraiment impacté dans leur vie, puis que sans ça, ça faisait de quoi. Ouais. Puis ça m'a vraiment marqué parce que je trouve que ça montre à quel point l'école avait fait quand même un grand changement dans leur vie parce que c'était centré sur les Autochtones. Genre, Mhm. c'est un peu comme Kiona. Mais toi, justement, comme étudiante de Kiona, est-ce que tu vois des parallèles? Est-ce que tu... Oui. Est-ce que comment tu vis ça, toi, comme étudiante de Kiona, quand tu vois qu'on a, pendant quelques années, ça a duré combien de temps, Manitou? 3 3 ans? ans. Puis qu'aujourd'hui, maintenant, 3 ans, Kiona a ouais. 10 ans. Je trouve que on dirait que c'est la même chose. Ça encourage beaucoup les jeunes à justement à prendre les décisions. Ça aide les étudiants à comme. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances entre les deux. J'ai vu aussi les trucs de cours qu'il y avait à Manitou, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à des cours à Kiona parce que justement, ça c'est centré sur les Autochtones, puis Manitou, c'était centré sur les Autochtones aussi. Annie, dis-moi, avant de t'impliquer dans ce projet-là, est-ce que tu étais au courant que le Collège Manitou avait existé? Avant ça, non. Hmm. Mais c'est surtout justement grâce à Kiona que j'ai comme su à propos du Collège Manitou. C'est un peu grâce à mes cours
en cinéma ou en politique autochtone, puis tout ça, que ça m'a comme donné un gros intérêt sur ça. Puis je trouvais que quand j'allais checker sur Internet, ça manquait beaucoup d'informations, je trouve. Puis, toi, personnellement, tu as décidé d'aller faire tes études collégiales à Kiuna. Est-ce que pourquoi c'est important pour toi d'aller à Kiuna, d'aller choisir un collège autochtone comparativement à un collège non autochtone? Parce que dans un collège autochtone, comparativement à un collège allochtone, je trouve que, justement, mettons qu'en français, oui, on va faire des lectures, on va faire tout ce qu'il faut faire dans un collège allochtone, mais sauf que ça va être vraiment plus centré sur les Autochtones. Ça va être, par exemple, des lectures sur des livres autochtones, ça va être, ou en sciences humaines, justement, la recherche, ça va être sur les Autochtones. Ben, ils vont préférer que tu fasses ta recherche sur les Autochtones, mais ils vont te laisser quand même le choix libre. Puis je trouve que c'est vraiment fun qu'ils fassent ça comme ça, parce que, justement, ça revient à te reconnecter un peu à, pas juste à ta propre réalité avec ta communauté, mais aussi la réalité des autres communautés, des autres... Il n'y a pas juste... Tu sais, c'est comme... Au-delà de ta communauté d'appartenance, la communauté autochtone au niveau peut-être provincial, disons. Ouais. Non. Dans la collection, vous parliez d'un carnet de notes. Est-ce qu'il y a des photos, des vidéos, des chansons? Parce que les années 73 à 76, créativement, au Québec, il y avait vraiment une vague créative assez importante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette exposition-là? Dans l'exposition, il y a je suis en train de réfléchir. Il y avait des dessins, oui, des dessins qui faisaient un peu par rapport... je pourrais pas le dire ça vient de où ni pourquoi c'est là, mais je sais qu'il y avait des dessins, des poèmes un peu contre des trucs comme, mettons, la Baie James. Il y avait aussi... il y avait... Est-ce que les archives, dans le fond, qui sont présentées, est-ce que c'est juste des archives de musée ou c'est des individus qui, personnellement, vous ont prêté des objets? Oui, c'est vraiment les personnes en question. C'est comme les anciens qui viennent déposer leurs archives, puis tout ce que... C'est pas des musées, c'est vraiment les personnes, les étudiants en question. OK. Guy, Mais il n'y a pas juste des étudiants. Il n'y a pas juste des étudiants? La directrice. La directrice. Non, il y a la directrice. OK. La fille de la directrice. La fille de la directrice. Puis Annie, avant de passer à Guy, parce qu'il faut le laisser un petit peu parler aussi, là. Il a bien fait ça. T'as bien fait ça, Guy, jusqu'à maintenant. Bravo. C'est un pro. Annie, donc... il y a des choses aussi plus actuelles. Je pense qu'il a fallu que les étudiants et les étudiantes de Kiona dessinent sur des roulis roulants puis se fassent des régalias pour certaines d'entre elles, si je me trompe pas. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Mais d'après moi, Guy va être meilleur pour... Mais toi, est-ce que tu avais fait un régalia pour ça? Oui, j'avais fait un régalia. Puis qu'est-ce qui représentait ce régalia-là? Ouais, ben c'est vrai, tu t'es même cassé une cheville en roulis roulant dernièrement. Ouch! Ouais. Mais Guy, ouais, c'est quoi le lien que tu fais entre Kiona? Je me souviens que dans nos cours, c'était important de montrer ce lien-là quand j'étais un de tes étudiants. Mais c'est quoi le lien que tu fais entre Manitou et Kiona? Le lien, je pense qu'Annie a dit des choses très, très importantes. Comme par exemple, l'espace, l'effet Manitou qui est au musée d'art contemporain des Laurentides et dans le territoire tout près où était le collège à la Macasa. Oui, la Macasa, ancienne base militaire. Il est maintenant un pénitencier fédéral, donc deux lieux d'un autre ordre qui soudain, il y a eu un espace dans les années 70 où c'est devenu la transformation de tous les baraquements en un collège qui a
fait converger dans les grosses années 74-75, plus de 500 personnes. Imaginez, là, c'est énorme. Et il faut comprendre qu'en toile de fond de ça, c'est 90% d'échecs de tout le monde de l'éducation. On sait, on a parlé beaucoup des pensionnats autochtones, on a aussi parlé des contraintes de la loi sur les Indiens, sur le statut, sur l'empêchement même d'aller vers des études supérieures. Donc, dans les années 70, ce bouillonnement-là, la solution qui va venir encore une fois, et c'est un peu ce que reflète l'idée de l'effet Manitou au matelot, que ce soit les acteurs et les actrices eux-mêmes, qui apportent une auto-histoire autochtone, de l'art autochtone et de l'enseignement à faire encore. Là, il arrive des universitaires là, avec des recherches, des études, mais il faut se souvenir que pendant les 3 ans, dans les années 70, tout ça, c'est à faire. Le monde, par exemple, ne serait-ce que le monde des institutions, il y a le groupe des étudiants qui viennent de Kahnawake, qui sont à l'Université McGill, c'est drôle qu'on parle beaucoup de l'Université McGill, et qui vont exiger qu'il faut une institution autochtone d'enseignement, de transmission, et c'est à partir de là que d'association en groupe va se créer cette opportunité dans une ancienne base militaire, et ça va se faire. Ça ne durera pas longtemps, mais ça va être l'ébullition incroyable, un peu imaginé pour les gens qui nous écoutent, plus jeunes, là, par exemple, un peu plus âgés, qui étaient dans les cégeps dans les fin des années 60-70, cette présence d'une jeunesse et qui se place avec des professeurs, des enseignants et une vie culturelle, une vie étudiante exceptionnelle. On a toujours dit que la musique autochtone est importante dans les années 70 à Teotihuacan, Montréal, mais en vérité, ça se transpose totalement à la Macasa au Collège Manitou. Et les étudiants de Manitou, à l'époque, non seulement il y a une vie communautaire, comme si ça avait été soudainement une grande réserve de formation, d'enseignement, d'où vont surgir des pratiques, des vies ensemble. Quand je parle souvent de savoir-faire, savoir-vivre ensemble, ça va tout se passer là. Imaginez les naissances avant les concepts de l'art écologique, d'art nature, d'art dans la forêt, comme on dit à l'époque, et qui aujourd'hui est vraiment quelque chose que tout le monde se préoccupe. Ça se passe à Manitou. Et d'une part, d'autre part, l'engagement politique. Annie a mentionné l'événement politique majeur qui trouble les relations entre les Premières Nations et les gouvernements, c'est cette idée d'harnacher des grandes rivières à la baie James. Soudainement, les Québécois du Sud vont découvrir qu'il y a les Yuichi, les Naskapi et les Inuits au nord. Et on sait la suite des choses. Injonction et naissance d'un premier traité politique moderne. Sans quoi il n'y aurait pas l'éclairage puis les technologies qu'on a, tout ça aujourd'hui. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les étudiants de Manitou se conscientisent. Il y a des réunions, des rencontres entre les aînés de l'époque. Les musiciens viennent, les artistes viennent à Manitou. Et en retour, c'est là qu'on va voir apparaître les premières contestations et prises de position de ce que j'appelle l'effet Manitou, pour reprendre la belle expression de Gabriel Larocque du musée. Les étudiants de Manitou vont contester les encans, déjà à l'époque, qui se passent sur la rue Sherbrooke à Montréal, les encans d'objets sacrés et d'artefacts. Les étudiants de Manitou vont se conscientiser d'une des premières expositions d'art contemporain, le groupe indien des Sept, qui expose sa dernière exposition à Montréal, mais plus encore un projet incroyable qui n'a pas eu lieu à cause de la brève. Mon cher Guy, oui, on termine pas ça là, parce que c'est tellement intéressant qu'on va skipper notre bout d'actualité pour revenir avec vous autres, mais on prend une petite pause musicale. Oui, c'est tellement un point important dans notre histoire d'éducation autochtone au Québec. On revient après la pause, on va aller écouter Reality avec Natives, une chanson de heavy metal pour mon collègue Alexis. Exact. À tout de suite. The land where I live, the land of the natives, the land where my roots
my mind alive. Even if someone or something won't stop me, I'll never get down, I'll never back down, but it's time for me to fight for the freedom, to fight for my life, but it's time for me to fight for my nation, to fight for my nation. This is the land where my tears, I'll been fight for my fears. The land where the evil, I'll been take all their hills. The courage of the natives, the art of the real men, I've been changed. This is the land where the trails, I've been traded for rails. The land where the trees, I've been traded for cities. The way we used to live, this is what we had to give. We never get down, we'll never back down, but it's time for me to fight for the freedom, to fight for my life, but it's time for me to fight for my nation, to fight for my nation. Betrayal is the word that's acting like its word. Betrayal is the reason of the loss of the world. Betrayal in our life, we're always gonna be hurt. We're never gonna leave. We're here forever, forever. But it's time for me to fight for the freedom, to fight for my life, but it's time for me to fight for my nation, to fight for my nation, but it's time for me to fight for the freedom, to fight for my life, but it's time for me to fight for my nation, to fight for my nation. On est de retour. On écoutait Realty avec Natives. C'est un Anishinaabe de Picogan, un peu de métal pour Alexis aujourd'hui. On était avec Annie Pinette-Jérôme, étudiante en sciences humaines à l'Institut Keona, Uninu, et Guy Sioui-Durand, donc professeur, commissaire, grand harangueur. Oui. Et Wendat, bien sûr. Donc, Guy, tu étais sur une lancée, donc tu nous parlais justement de Manitou. Puis ma question, c'est... Manitou. Oui, mais ma question, c'était le lien aussi avec Keona. Donc, poursuis sur Manitou, mais quel lien tu fais avec Keona? Le lien avec entre Manitou et Keona à presque 40 ans après, hein, c'est assez intéressant, une institution autochtone par et pour les Autochtones et d'enseignement, donc de transmission. Les liens pourraient se résumer en ce qu'on pourrait parler de la force de la vie étudiante par l'art et la culture. Et c'est un peu un bel exemple de ça. Autant dans les années 70, il y avait le projet de rapatrier le pavillon des Indiens d'Expo 67 pour faire un centre d'artistes et un musée à la Macasa même, ça ne se fera pas bien entendu. Aussi ces projets d'art nature que je parlais tout à l'heure. Imaginez que maintenant, la complicité avec le Musée d'art contemporain des Laurentides, dans le territoire même où se situe Manitou, il y a une exposition d'art qui vient s'inscrire dans l'effet Manitou et avec des créations artistiques faites par les étudiants. Et cette fois-ci, cette année,
c'est le collectif Kiuna des Régalias Rouges Rebelles en roulis-roulant. Bon, ben parle-nous un peu de ça, ce collectif. Bon, voilà. J'aime le titre, moi, en tout cas. Ouais, déjà, le titre, hein, le collectif, déjà cette idée du nous qui est repris quand on pense à toutes les individualités maintenant. Kiuna des Régalias Rouges Rebelles en roulis-roulant. Actuellement, il y a des débats partout dans la société à propos que ne se reproduisent plus, que finissent ce drame des femmes assassinées ou disparues, principalement cette cohorte autochtone. Et d'autre part, comment il est temps, et que ça se fait un peu partout, qu'on crée des espaces sécuritaires. On le voit dans les institutions, dans les lieux et les reconnaissances, tout ça. Et quoi de mieux par l'art d'y aller avec ce qu'il y a de plus casse-gueule que les skateboards pour rappeler les Tikinagan porte de bébé, les paddleboards, les canots, les toboggans, et donc de faire une rencontre entre la tradition et la création. Et le collectif Kiuna des Régalias signifie que presque une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants ont fabriqué, non seulement ont orné des skateboards dans un projet de création, mais en plus ont créé leur propre régalia, les jupes traditionnelles, et que moi, j'ai pensé compléter avec des t-shirts rouges, le rouge qui fédère autant le monde politique que le monde ethnographique, que cette idée. Avec une œuvre de Roma Awashish. Une œuvre contemporaine des Roma Awashish. L'artiste Atikamek actuellement parmi les plus importantes dans tout le continent nord-américain, et qui, on se souviendra de sa murale pour dénoncer tout ce qui avait le malheur et amener la guérison autour de Josh Echaquan. Donc, cette rencontre, un collectif, par les skateboards, et là, on rejoint des groupes de jeunes femmes autochtones des Amériques centrales, du Nord-Ouest, des États-Unis et même des territoires du Nord-Ouest, et quelque part, on se souviendra qu'il y a 2 ans, à présence autochtone à Teotihuacan, il y avait un espace de roulis-roulant. Tout ça met en branle, par l'art, un message. Et surtout le fait de manière vivante, comme le faisaient à l'époque à Manitou, les étudiants qui ont fait des poèmes pour le manifeste, pour garder ouvert Kiuna, c'est parce qu'ils avaient, et d'ailleurs, la mère d'Alexis et sa sœur contrôlaient les imprimeries Thunderbird à Manitou. Donc, c'était les modes d'expression. Il y avait aussi cet art nature qui était expérimenté. Et cette critique de l'art à Montréal, tout ça développe non seulement par l'art, la vie étudiante, mais aussi cette importante dimension, c'est-à-dire d'introduire le discernement critique, la réflexion, et de le partager. Et c'est ce qu'on fait ensemble par les ondes de la radio, nous tous. Et quelque part, on fait beaucoup plus qu'uniquement être une institution d'enseignement. Et c'est là peut-être le message d'abord du Collège Manitou, dont il faudra faire l'histoire et qui est en train de se faire, mais c'était il y a un demi-siècle. Maintenant, l'effet participatif Manitou dans un musée d'art très dynamique dans le territoire là-bas, et cette complicité avec Kiuna, je crois qu'on fait choc et support. Il y a même un prix Manitou Kiuna qui a été remis, hein? Oui, en 2017, j'ai invité Domingo Chineros, qui était le prof d'art à Manitou, à venir à Kiuna, et pour créer le prix Manitou Kiuna, qui est remis à une étudiante, un étudiant qui persiste dans la culture et l'art. Et cette année, on va rendre hommage à Wanda Crépeau-Étape-Nin, qui s'implique énormément parmi les Anishinabés algonquins dans le vaste projet Minwashin, et surtout par sa propre démarche et créativité avec sa performance NIN, qui est liée revitalisation des langues, transmission intergénérationnelle, et quelque part, comment on change le monde par l'art, et l'art par l'art autochtone pour changer la société.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est motivant, puis je pense que ça regarde vraiment bien pour l'avenir. On rappelle aussi les régalias rouges. Le rouge est aussi utilisé pour la sensibilisation aux femmes et aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Bien sûr, dimanche le 5 mai, demain, c'est cette journée nationale de sensibilisation. Donc... En terminant, Guy, c'est tout le temps le fun de t'entendre parler, mais Annie, moi, je t'entends... Qu'est-ce que Guy a dit? Moi, je t'entends avoir des réflexions critiques, des réflexions sur ta communauté, sur les communautés. Dans mon cours de sciences politiques que je donne, est-ce que ces moments de réflexion-là, tu les avais avant ou tu penses que c'est en partie grâce à Kiona que tu peux les avoir aussi clairement? Ben, c'est sûr que plus clairement, je trouve que Kiona peut m'en donner, mais c'est comme ça peut venir me donner tant par ma communauté puis tant par Kiona. C'est comme ça complète beaucoup, je trouve. Puis, c'est quoi que tu t'aimerais faire? Parce que je vois Antoine leader, là. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Annie? Ben, j'aimerais... J'ai beaucoup je suis vraiment indécise, mais ces temps-ci, je trouve que j'ai vraiment un grand intérêt sur justement rechercher dans le passé de nos communautés, de savoir un peu, d'en connaître un peu plus. Puis... Peut-être une historienne. Peut-être. Puis je trouve que la politique autochtone aussi, je trouve ça vraiment intéressant, là, mais je trouve ça rough pareil. Ouais. Chikastumeten, mais... Bon courage, bonne continuation. Tiens, ouais, Guy, merci à vous deux. Miigwech. Ben, c'est toujours un plaisir et je pense que chaque fois qu'on peut prendre parole, ce qui nous a longtemps été, on n'a même pas pensé, on était l'objet ou la chose indienne, ça change le cours des choses. Merci. Alors, bravo à votre émission. Merci beaucoup.